Dis-moi, moi, t'as dit de faire une petite partie de jeu de rôle? Ouais, oui, bon, bah, vas-y, écoute, lance les dés. Oui, 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 oui. Hé, hé, j'ai empoisonné les dés. Oui, 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 oui. Maintenant, Hamlet, écoute, on a répandu le bruit que dormant dans mon verger, un serpent m'a piqué. Ainsi, l'oreille du Danemark a été honteusement abusée par le récit mensonger de ma mort. Mais sache, noble jeune homme, que le serpent qui a frappé la vie de ton père porte aujourd'hui sa couronne. Comme je dormais dans mon verger, selon mon habitude de l'après-midi, ton oncle s'est glissé jusqu'à moi, tenant une fiole remplie du suc maudit d'If, et dans les conduits de mon oreille il versa cette distillation lépreuse. Son effet est d'une telle hostilité envers le sang humain qu'elle court, vive comme le vif argent, à travers les portes et les voies naturelles du corps. Étrange, bon. Euh, Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, dernier épisode de cette série sur les scènes ludiques. On va parler du game design toxique. Eh bah oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Donc, on parle souvent de sécurité émotionnelle, mais aujourd'hui, on va traiter de jeux qui sortent volontairement du care et qui, au contraire, vont procéder d'un game design toxique. C'est-à-dire d'un game design qui est pensé pour provoquer l'inconfort émotionnel. Alors, je dois à nouveau remercier Guillaume Rioux, qui depuis déjà un certain temps m'accompagne sur la production de ses contenus, et donc apporte une relecture critique à mes brouillons, quoi. Donc Guillaume justement me dit, mais dans ta vision, est-ce que le game design toxique est distinct d'un game design dysfonctionnel? Ou au moins paradoxal, par exemple, dans l'appel de Cthulhu, dans le cadre d'une campagne, bah en fait, t'es un peu obligé de jouer en play Toulouse, t'as pas d'autre choix que d'affronter le danger pour progresser, mais en sachant que tu vas mourir, et donc tu pourras pas poursuivre la campagne. Alors, petite remarque personnelle, après, généralement dans l'appel de Cthulhu, bah, si ton personnage meurt, on refait un personnage, en fait. Du coup, ça se joue pas forcément sur la permanence du personnage. Bon, ceci dit, petite parenthèse, un mea culpa que j'ai déjà fait, mais je pense que c'est pas mal de le refaire de temps en temps. Parmi mes... comment Parmi mes sombres secrets de rôliste, il y a une fois où justement pour évincer un joueur d'une campagne, et on était pour le coup sur de l'appel de Cthulhu, eh bien j'ai balancé un monstre sur son personnage qui était bien sûr absolument pas gérable par un PJ. Le monstre a tué son personnage, aucune surprise, hein, c'était vraiment fait pour. Et après je lui ai dit, ah, écoute, ah c'est bête. Ton personnage est mort, bon bah tu vas devoir quitter la campagne, on peut pas tellement poursuivre, voilà. Euh, j'ai vraiment très très honte de cette anecdote, hein, parce que grosso modo, c'était un joueur que les autres membres de la table n'appréciaient pas. Et j'ai cru trouver intelligent et subtil de tuer son personnage et comme ça de lui dire qu'il pouvait pas continuer la campagne pour que les gens soient contents. Voilà, émotionnellement c'est nul à chier, ne faites pas ça chez vous, voilà. Normalement, à l'appel de Toulouse, quand ton personnage meurt, ça fait chier, en même temps ça fait clairement partie du contrat de Cthulhu que tes personnages vont mourir, quoi. On dit souvent quand tu crées une campagne de Cthulhu, bah prépare 4-5 personnages d'affilée, enfin voilà. Donc tu refais un personnage. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de game design toxique ou dysfonctionnel dans l'appel de Cthulhu, on pourrait en débattre. Je vais pas trop m'étendre sur ce jeu. Mais le fait d'être exclu de la campagne parce que ton personnage meurt, ça en théorie, c'est pas je sais pas dans le contrat de Cthulhu, quoi. Je crois pas, hein. Voilà. Mais alors, ceci dit, Guillaume, il émet quand même une objection qui est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux sens au terme game design toxique tel que tu vas l'entendre quand tu vas entendre ce terme en convention ou ailleurs. Euh, dans un premier lieu, ce qu'on appelle un game design toxique, ça va être un game design qui est intentionnellement hostile.
Alors, je reprends le terme de game design hostile, c'est un terme qu'on voit apparaître dans un jeu qui s'appelle We Hit Roses, So We Grow Thorns, qui dit attention, ce jeu contient des éléments de game design hostile. Et que voilà, dans ce jeu, en l'occurrence, c'est tout à fait volontaire, et en plus, tu es prévenu, quoi. Et un autre sens de game design toxique, ce serait un game design qui est dysfonctionnel et qui est hostile par accident. Voilà, qui n'en fait pas vraiment exprès, quoi. Et moi, l'idée, c'est que dans cette vidéo, dans ce contenu, on va essentiellement parler du game design intentionnellement hostile. Donc, le terme hostile, c'est vrai, il est un peu meilleur parce que il est plus univoque. On comprend que c'est intentionnel quand on parle de game design hostile. Mais je vais quand même, dans le reste du contenu, je vais conserver le terme de game design toxique parce que c'est quand même un terme qu'on rencontre beaucoup plus souvent que game design hostile. Donc, c'est voilà, je pense que ça va parler à plus de gens. Donc j'emploie ce terme, même si le terme est effectivement un peu pourri, dans le sens où le terme game design toxique, il est en théorie polysémique, qui veut dire intentionnellement hostile ou inintentionnellement hostile. Nous on va parler de game design intentionnellement hostile. Ok, allez, c'est parti. Alors la question c'est est-ce que je vais parler du game design toxique pour le dénoncer? Ben pas forcément. Pas forcément parce que a priori c'est une pratique qui peut être légitime du moment que tout le monde est informé et consentant. Et que on recherche en fait à se colter à ce game design hostile. Alors pourquoi on peut vouloir rechercher du game design toxique? Il y a plusieurs raisons. Il y a ce qu'on appelle le hard fun, c'est-à-dire on veut la difficulté tactique. C'est comme quand tu veux faire un jeu vidéo en mode cauchemar. Voilà, on a envie en fait d'affronter avec nos gros cerveaux d'affronter le jeu, donc on veut que le jeu soit très difficile. C'est aussi parce qu'on peut rechercher un effet comique. Ça c'est clairement le cas par exemple dans des jeux comme Paranoia, où Paranoia c'est toxique, mais en même temps c'est drôle quoi. C'est drôle parce que c'est toxique. Donc il y a un côté satirique et tout. Donc on peut rencontrer dans des jeux qui ont proposé une difficulté ou une compétition qui dans les deux cas sont absurdes. On peut aussi chercher les game design toxiques parce qu'on veut faire du drama. Et donc, par exemple, on veut du relationnel toxique entre les personnages ou avec les PNJ parce que c'est quelque chose qu'on veut explorer parce qu'on aime le drama. Voilà. Également, autre motivation pour le game design toxique. Bon, je vais dire GDT hein, pour le reste du contenu parce que sinon ça va être très très long. On peut aimer le GDT parce qu'on recherche le fun de type 2, donc je t'en ai déjà parlé, le fun de type 2 ou encore appelé parapathie ou dark fun, quoi. On cherche un genre de plaisir dans l'inconfort, dans la douleur, dans les expériences un peu intenses, extrêmes. Également assez proche, on peut tout simplement vouloir rechercher une expérience cathartique. Euh, on peut aussi vouloir se challenger personnellement, on va dire voilà, j'ai envie de tester, qu'est-ce que ça fait de me confronter à un jeu particulièrement hostile. Il peut aussi y avoir une recherche de jeu transformatif, c'est-à-dire qu'on cherche littéralement à être bouleversé, à être bousculé dans ses convictions. Également, ce qu'on peut rechercher, c'est le théâtre de la cruauté. Le théâtre de cruauté, c'est une forme d'art, en fait, qui se veut, on va dire, explicitement tournée vers le choc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de, voilà, que le rôle de l'art, c'est de choquer, de bouleverser, alors, de bousculer. Alors, quand on parle de choc dans le théâtre de la cruauté, c'est pas forcément de la violence et tout, mais c'est, on va dire, une forme de subversion, une forme de transgression, une forme d'intensité ou encore de bizarrerie. Enfin, quelque chose qui nous bouscule. Et ça peut être de bien des façons, c'est pas forcément directement par de la violence et tout. Ça peut être beaucoup plus insidieux, juste, voilà, à nouveau, l'étrangeté pourrait, à mon avis, rentrer dans le théâtre, l'exotisme, l'étrangeté pourrait rentrer dans le théâtre de la cruauté. Mais bon, bref, ça pourrait être, si on voulait faire du jeu de rôle orienté théâtre de la cruauté, clairement le game design toxique pourrait rentrer dans les outils. Peut-être sans doute pas le seul outil, mais pourrait être un des outils, quoi.
Donc au passage, petite remarque de Guillaume Rioux. En fait, Guillaume trouve que là, j'ai cité des types très différents de motivation, quoi, qui seraient regroupés sous la même bannière de game design au style, quoi. Et c'est vrai que j'ai listé beaucoup de choses différentes, mais c'est pas moi qui fais les règles, en fait. Le problème, c'est que le public, le game design toxique, il est varié dans sa forme et varié dans le type de public que ça peut intéresser. Et je suis obligé de reconnaître que ça cause un brouillage des lignes bah, qui est malvenu, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Euh, à nouveau, voilà, quand j'ai réfléchi au genre de personnes que ça pouvait intéresser, je me suis retrouvé avec des profils très différents. Je pense que ces profils doivent pas forcément, je suis pas certain qu'il faille les faire fonctionner ensemble. Euh, Parce que, à nouveau, par exemple, si tu recherches du hard fun, c'est pas la même chose que si tu recherches un jeu où ton personnage va systématiquement mourir, quoi. Euh, c'est parce que, par exemple, dans le hard fun, il y a quand même une recherche de si vraiment je fais extrêmement travailler mes cellules grises et tout, voir que je fais du die and retry, tout ça, machin, je vais réussir à vaincre sur le jeu, quoi. Tandis qu'on si je suis dans une démarche de play to lose, je peux accepter un jeu dont la difficulté, voire la mortalité est implacable, quoi. Et quitte à aller sur des jeux où c'est carrément prévu que tes personnages meurent, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas des dés pour attraper pour faire survivre tes personnages ou des tactiques pour faire survivre tes personnages, quoi. Euh, Alors, il y a un jeu, par exemple, qui est un peu le cul entre deux chaises. Je pense que ça va un peu dépendre des parties, un peu dépendre des MJ. C'est sombre. En fait, dans sombre, j'ai l'impression qu'il y a certains scénarios de sombre qui sont orientés hard fun. C'est-à-dire, t'as des scénarios. Enfin, je pense que c'est vraiment le cas, je dirais, pour les scénarios écrits et ou aussi, faut que ce soit des scénarios dont la composante drama est pas trop élaborée. Mais il y a plein de scénarios de sombres qui sont de véritables puzzles tactiques, des puzzles très très durs. Mais en fait, vraiment, si tu réfléchis bien, tu peux peut-être ton personnage, et que tu as quand même un peu de château dé, ton personnage, voilà, peut quand même s'en sortir, quoi. Il a ses chances, quoi. Il faut être très concentré dans le jeu, il faut beaucoup réfléchir, et il faut avoir de la chance au dé, il faut réussir aussi à manipuler les autres joueurs pour que les autres fassent quelque chose qui aille dans ton sens, soit tout simplement explorer à ta place, donc servir de bouclier, soit réussir à museler en fait tout PVP, voilà, donc à contrôler un peu les autres joueurs pour qu'il n'y ait pas de PVP, en tout cas pas contre toi. Enfin, bon, bref, il faut beaucoup de skills pour survivre à un scénario de sombre, mais c'est possible. Par contre, j'ai l'impression, et là plus dans les versions de sombre improvisées, ce que Johan Scipion appelle les quick shots, que on est dans un échec programmé. Alors c'est pas exactement. En fait, dans les quick shots, il explique que ce qu'il recherche, c'est ce qu'il appelle la final girl zone, c'est-à-dire l'idée que il faut qu'un scénario de sombre improvisé, il y ait que faut que la probabilité à la fin ce soit entre zéro et 2 survivants, avec le mieux c'est un seul survivant. Ça s'appelle la final girl, quoi. Et donc, alors Sombre, c'est pas un jeu où tu vas tricher avec les dés, le MJ lance les dés devant l'écran, mais tu sens quand même que dans les conseils, il y a une invitation à tricher hein, d'une autre façon, c'est-à-dire notamment à avoir ce qu'on appelle des antagonistes de rechange. C'est-à-dire que si ton méchant, bah, les joueurs ont été assez malins pour dégommer ton méchant, eh bien oui, mais en fait, il y avait sa créature qui était planquée par là et qui débarque et tout. Donc, faut trouver une façon de justifier que, en fait, paf, il y a un deuxième antagoniste. Ou alors, il faut essayer de. Tu peux aussi jouer sur la perte de points d'esprit, c'est-à-dire que tu vas amener des événements horrifiques qui vont faire perdre des points d'esprit. C'est toi qui décides du nombre de points d'esprit que les personnages perdent. Il n'y a pas de jet de dés, tout ça. Donc tu dis, ah bah là, tu vois un cadavre, tac, toi tu perds 2 points d'esprit. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas comme ça faire descendre la personnalité des divers PJ
Et il y a certains PJ, quand leur personnalité est vraiment très basse, en fait, ça devient des antagonistes, hein, clairement. Il y a des personnages, voilà, quand ils sont au dernier stade, c'est sûr et certain qu'ils vont s'en prendre aux autres. Donc au pire, c'est tous ces antagonistes sont morts, tu te débrouilles en fait pour faire descendre l'esprit, surtout je dirais en priorité. Alors ça, c'est pas un conseil que Johan donne, mais c'est un conseil que je te donne moi. C'est que si je dois faire descendre en esprit, je vais surtout descendre en esprit les personnages qui ont un profil plus agressif. Comme ça, ils vont agresser les autres et tuer les autres. Et comme ça, j'augmente ma probabilité qu'il y ait qu'un seul personnage qui survive et pas tout le groupe, quoi. Bon bah voilà, en fait, du coup dans Sombre, il y a deux sortes de game design toxiques qui sont un peu différents. Il y en a un qui est orienté art fun, puzzle tactique, et il y en a un qui est orienté plus on va utiliser les mécaniques de jeu comme langage pour raconter une histoire qui finit très mal. C'est pas du tout la même chose en fait. Dans le même jeu, c'est pas du tout la même chose. Euh, et je pense tout simplement, enfin, c'est pas un constat d'échec, hein. Je pense tout simplement que l'auteur de Sombre, Joanne Scipion, est conscient qu'en scénario improvisé, il peut pas élaborer un puzzle tactique avec l'équilibrage parfait, c'est juste pas possible, parce que quand il le fait en scénarisant, il doit jouer son scénario X fois jusqu'à avoir vraiment la parfaite game balance et tout. Donc en improvisation, c'est pas possible. Donc en fait, on est obligé d'adopter une autre technique. Mais ce qui fait que grosso modo, on a deux sortes pour le même jeu, on a deux sortes de game design toxiques pour deux publics différents. C'est-à-dire que en fait, il est possible que tu adores les scénarios de Sombre et que tu détestes les parties de Sombre improvisées ou l'inverse, parce que en vrai, ça s'adresse pas aux mêmes fibres ludiques. Bon, voilà. Désolé, énorme parenthèse, mais je pense qu'elle est un peu éclairante. Euh, Par ailleurs, j'ai en fait toutes les recherches de game design toxique, tous ces profils, toutes ces motivations ne sont pas toutes légitimes. Celles que j'ai listées, voilà, je les estime légitimes, mais il y en a une qui est moins légitime. Il s'agit du tourisme identitaire. Terme, tu vas aussi rencontrer le terme tourisme noir ou tourisme de la misère. Et donc ça consiste à jouer des personnes qui sont victimes d'oppression dans l'idée de voir ce que ça fait. Mais de voir ce que ça fait pour avoir du dark fun avec, quoi. Ou pour s'acheter une vertu. Hein, c'est typiquement à regarder. Moi, je participe à un GN où je joue un migrant. Ça fait de moi une bonne personne, tu vois. Bah, peut-être que ça suffit pas. Peut-être que ça suffit pas parce que l'idée c'est que si tu joues des personnes victimes d'oppression mais que tu le fais sans réelle empathie et plus dans une certaine forme d'égoïsme, à nouveau, soit parce que tu cherches des expériences un peu intenses bah, pour ton dark fun, ou soit parce que tu cherches à te faire un hymen moral, quoi. Bon, faut que j'arrête avec ces métaphores. Je suis vraiment désolé, c'est pas très correct. Bon, bref. Euh, Bah voilà. Et en fait, c'est pas évident de dépister cette démarche de tourisme identitaire parce que ça n'est jamais avoué par les personnes qui ont cette démarche en tête. C'est pas un truc que tu revendiques en général, quoi. Euh, et les jeux sont pas vraiment fautes en fait. C'est-à-dire que c'est aux joueurs d'éviter cette attitude, c'est aux joueurs de s'auto-évaluer, de dire pourquoi je vais dans ce rôle, pourquoi je vais dans ce jeu, est-ce que c'est parce que je veux être sensibilisé, est-ce que c'est parce que je veux avoir de l'empathie pour certains rôles, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai envie d'avoir ma dose d'adrénaline noire sans réelle empathie quoi, pour les personnes minorisées, opprimées qu'on va incarner quoi. Je vais donner un exemple. Bah voilà, tu peux jouer à Dog Eat Dog. Donc Dog Eat Dog, c'est un jeu où tu joues des personnes colonisées et qui sont opprimées, hein, clairement. Tu peux y jouer dans une démarche sincère de comprendre ce que vivent les personnes colonisées, ou tu peux jouer dans une démarche de tourisme identitaire. Donc voilà, ben ça c'est si tu es une personne privilégiée et que tu joues voilà, des personnes opprimées, euh, essaie de faire un peu ton examen de conscience, de voilà, quelles sont tes motivations pour le faire, quoi. Est-ce que tes motivations sont ok ou pas ok? Euh,
Bon, voilà, donc je tenais, parce qu'en plus, je tenais à faire cet aparté sur le tourisme identitaire, parce qu'en plus, si tu veux, j'en ai pas, j'ai oublié d'en parler quand j'ai fait le contenu sur le jeu de rôle Voidpunk. Bon, il y a pas mal de problèmes dans le contenu sur le jeu de rôle Voidpunk. Euh, il faut que je fasse faut que je fasse un corrigé, un démenti, parce qu'il y avait des problèmes dans mon approche, mais notamment un truc important que j'ai oublié, c'est que il est possible qu'il y ait des personnes qui, voilà, cherchent à jouer du Voidpunk bah, pour faire du tourisme identitaire, et bon, bah ça, c'est pas ok. Voilà. Bon, hormis ce cas particulier, moi je pense que toutes les attitudes sont légitimes enfin là, c'est légitime de vouloir rechercher un game design toxique, de vouloir vivre ces expériences-là, que ce soit pour un jeu entier ou pour des séquences d'un jeu dans un cadre d'un gameplay émotionnel. Donc le gameplay émotionnel, c'est l'idée que la, la nature et l'intensité des émotions, ça fait partie un peu de tes curseurs de l'expérience et que tu peux justement vouloir faire varier ça au long d'une campagne et tout. Et donc tu peux, je sais pas moi, mettons on fait une campagne de Star Wars qui la plupart du temps est, voilà plutôt de l'aventure et on va faire un scénario avec du game design toxique autour par exemple de, tu sais, le côté obscur de la force qui va peut-être influer les personnages et tout. Et donc peut-être que pendant un scénario je vais avoir du game design toxique parce que voilà ce scénario-là de la campagne là, j'ai mon gameplay émotionnel, je l'ai placé sur ce curseur-là de toxique quoi. Ça peut aussi être intéressant de dépister les ficelles de game design toxique pour l'éviter si on n'aime pas ça. C'est-à-dire que ce contenu-là qu'on est en train de faire, il peut t'intéresser si justement tu trouves que le game design toxique c'est pas ok. Ben, ça peut être bien pour voilà, ça il vaut mieux connaître son ennemi entre guillemets, donc pour identifier les ficelles du game design toxique et pouvoir s'en prémunir quoi. Et on va essayer de différencier également le bon game design toxique, oui je sais, ça ressemble un peu à un sketch des inconnus, du mauvais game design toxique. En gros, le bon game design toxique, c'est des jeux où il y a au moins une ambulance au bas de la falaise. Alors, en fait, la métaphore de la barrière et de l'ambulance, ça vient d'un article de PTG-PTB. En fait, c'est-à-dire que il y a deux techniques de sécurité émotionnelle. Il y a la barrière en haut de la falaise. Donc ça, c'est toutes les démarches de sécurité émotionnelle telles que ligne et voile, où personne ne sera blessé, ou enfin voilà, ou interdiction de certains sujets, voilà, c'est ce qu'on appelle des barrières. Bon bah voilà, dans notre campagne de Star Wars, je vous préviens, on torturera pas des Ewoks, c'est interdit, donc ça c'est la barrière. Et l'autre technique de sécurité émotionnelle, c'est l'ambulance, c'est-à-dire bon, on ne met pas de barrière en haut de la falaise, donc il est probable que des gens tombent de la falaise, mais en bas de la falaise, on a une ambulance pour amener tout de suite les gens à l'hôpital. Oui, ça, c'est vrai que cette analogie, elle fait un peu froid dans le dos. Mais c'est que grosso modo, on va prévoir en fait ce qu'on appelle de l'aftercare, c'est-à-dire on sait qu'on va aller dans des émotions sombres, mais du moment que ces émotions elles ont été ressenties, après derrière on a des méthodes d'aftercare. Bah entre guillemets, on va se consoler, on va réparer et tout. Voilà, donc le bon game design toxique, il y a au minimum, je dis bien au minimum, une ambulance au pied de la falaise. Le mauvais game design toxique, il y a ni, bah c'est pas compliqué, il y a ni barrière en haut, ni barrière ni falaise, c'est-à-dire pas de trigger warning, pas d'aftercare quoi. Donc un petit point sur les trigger warnings justement. Euh, un trigger warning en fait en début de partie, ça peut se résumer à une tagline. Par exemple, Influenza, la tagline c'est héroïsme, martyr et décadence dans l'enfer forestier. Donc tu sens déjà que ça va être venimeux quoi. Voilà, je préviens quoi. Ou c'est la Kant, il y a un macaron 18+. Voilà, ça c'est des façons de, ou alors dans Carcer, c'est mis ce jeu n'est pas safe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste précise de trigger warning, mais c'est juste, on prévient, bon attention, si vous allez là-dedans, ça va piquer, quoi. On va dans les ronces, quoi. Alors voilà, c'est à toi de décider si ça c'est suffisant, ou si au contraire il faut une liste exhaustive des trigger warnings.
Également un petit point sur l'aftercare. Euh, En fait, cet aftercare, il y a deux types de jeux où il y a, parce que là j'ai parlé en fait entre guillemets de barrières, d'ambulances, mais en fait on pourrait rajouter à cette image peut-être des filets de sécurité le long de la falaise. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas deux techniques, il n'y a pas deux phases de sécurité émotionnelle avant et après, il y a avant, pendant et après. Euh, donc, il y a de la sécurité. En fait, la sécurité émotionnelle classique, c'est qu'on entend le plus souvent parler, c'est une pendant, c'est la carte X notamment, quoi. Euh, et donc, dans les jeux tactiques ou immersionnistes, on va préférer l'ambulance, en fait, à au filet. Parce qu'on veut pas interrompre, en fait, la fiction. Euh, on veut pas interdire des moves, et donc c'est plutôt, on va faire de l'aftercare après, quoi, dans les jeux tactiques ou immersionnistes. Bon, maintenant on va passer à quelques exemples, voilà, quelques exemples de game design toxique. Alors, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises quand je vais parler des jeux. Si jamais je déforme en fait la façon dont les jeux fonctionnent, bah, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais quand je pense au game design toxique, un exemple qui me vient souvent en tête, c'est ce qu'on appelle la course au trône dans Ambre. Donc c'est une façon de jouer à Ambre, hein, c'est pas systématique de jouer comme ça, mais où grosso modo on est en PvP. Les personnages ils vont s'affronter pour avoir le trône d'Ambre. Et en fait, notamment quand on crée les personnages, il y a un achat aux enchères des caracs des personnages. Et donc il y a une compétition à la fois tactique et esthétique en fait, puisque on va littéralement entrer en compétition pour avoir les features les plus intéressants pour nos personnages, quoi, avec ce système d'enchères. Il y a quelque chose d'assez proche dans la création de personnages à Paranoia, parce que dans Paranoia, en fait, quand tu choisis tes scores de compétences, tu choisis aussi des mauvais scores. Par exemple, si tu choisis de prendre un très bon score sur une compétence, ça veut dire qu'il y a un score plus mauvais, voire même beaucoup plus mauvais, que tu vas, en fait, MJ va te demander de l'attribuer à un autre personnage. Donc en fait, c'est toi en tant que joueur qui dis, ok, ce score tout nul dans cette compétence, bah, c'est toi qui vas l'avoir, quoi. Et donc, ça induit une rivalité ou un ressentiment entre les joueurs. Euh, C'est-à-dire que là, on fait venir la compétition, on déplace, enfin, il y a déjà ça un peu dans la course au trône, hein. Parce que c'est qu'en fait, l'idée, je pense, il y a une mécanique de bleed, c'est-à-dire que oui, il y a une compétition entre personnages, mais pour te la faire ressentir, on va aussi mettre de la compétition entre joueurs, parce que là, du coup, c'est vraiment entre joueurs que on se pourrit nos créations de personnages respectives. Après, dans Paranoia, je l'ai déjà dit, mais je le répète, cette compétition, elle est un peu esthétique, c'est-à-dire on l'émule, parce que dans Paranoia, l'aspect satirique est assumé, donc à la limite, c'est rigolo de dire «Ah tiens, je te file cette compétence hyper nulle, vas-y, débrouille-toi avec», c'est drôle, quoi. Si tu joues à Paranoia, que tu prends ce jeu au sérieux, je pense que tu dois passer un très 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 mauvais moment, hein. Alors, dans autre exemple, très très intéressant, c'est dans We Eat Roses So We Grow Thorns. Il y a plusieurs personnages qui sont tous assez toxiques, les personnages joueurs quoi. Et il y en a un qui est interdit. Il s'agit du jardinier. C'est un livret de personnages. Dans le jeu, c'est clairement écrit, vous ne devez pas le jouer. Euh, il se trouve que c'est le seul personnage qui est positif, qui a les possibilités d'amener les autres personnages vers leur arc de rédemption, qui peut les consoler, qui peut les amener à croître et tout. Et donc, mais c'est très fort parce que on aurait pu se contenter, le jeu aurait pu se contenter de dire, il y avait ce personnage cool qui est le jardinier ou la jardinière, parce qu'en anglais, donc c'est pas décidé du genre. Ah si, je crois qu'il a un genre, bref, je sais plus. On va dire le jardinier. Euh, mais en fait, il est pas là, tu vois, on peut dire oui, mais il est pas là.
Mais là, on va plus loin que ça, parce qu'on a vraiment toutes ces stats, comme si on pouvait le jouer, et tu sens très bien que si tu le joues, le jeu va être beaucoup plus feel good, mais tu vas pas le jouer. Et donc, en fait, comme ça, on voit ce qu'on perd, on voit vraiment ce qu'on perd, quoi. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple précision narrative de le type sympa a disparu, quoi. On a aussi des jeux où, en fait, où le PVP est le moteur principal du jeu. C'est le cas dans Inforenza. Tu peux jouer Inforenza en PvE, mais ça fonctionne mieux en PvP. Et notamment, les personnages ont des quêtes liées entre eux, et la notion de conflit, c'est-à-dire lancer les dés contre les autres, c'est au centre de la mécanique de jeu. Mais à nouveau, c'est de la compétition esthétique. Donc, qu'est-ce que j'entends par compétition esthétique? C'est la première fois que je dis le mot. C'est-à-dire que on émule une compétition, mais le, le but, c'est un peu, pour le drama, pour l'histoire, quoi. Le but, c'est pas de se sentir mal en tant que joueur, et on fait, y a vraiment aucune compétition. En fait, nous, en tant que joueurs, on collabore pour que nos personnages soient en compétition, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle du CVC, caractère versus caractère. Bon, je t'envoie sur la vidéo, il y avait une vidéo sur le PvP qui en parle nettement en détail. Donc là, je vais arrêter d'allonger la sauce sur ce sujet-là. On a aussi des jeux qui vont procéder à un design toxique des relations. Je pense que c'est le cas dans certains PBTA. Dans les Sylvonautes, tu as des objectifs relationnels et une partie de ces objectifs relationnels sont clairement toxiques. Et pareil dans les centres, cette même mécanique d'objectifs relationnels. Généralement dans les centres, pour à peu près la moyenne, c'est que pour un objectif relationnel positif, tu as un objectif relationnel toxique. C'est à peu près ça, quoi. Euh, tous les cas que j'ai cités, on est dans le cadre d'une compétition esthétique, c'est-à-dire on le fait pour l'histoire et tout. En tant que joueur, on collabore pour que nos personnages se mettent sur la gueule. Euh, on peut quand même aussi avoir une compétition morale dans l'idée que on va prendre un peu moins de recul par rapport à ça et on va essayer de se prendre vraiment les émotions que ça fait dans la gueule, quoi. Donc on est plus dans une approche cathartique, voilà, plus dans des approches cathartiques, éventuellement transformatives, que dans des approches drama ou dark fun, quoi. Enfin, on a le jeu expressionniste. C'est pas fini en fait. Alors, avant de parler du jeu expressionniste, il faut que je t'explique que c'est un concept qui vient de Jay Dragon, donc qui est game designer. Et le problème, c'est que Jay Dragon, il y a pas mal de polémiques à son sujet en ce moment. Alors, j'ai essayé de suivre, c'est très compliqué à suivre. Tous les posts sont en anglais, je comprends pas bien en fait qui a tort, qui a raison, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il est possible que ce contenu vieillisse très mal. Donc là, je vais parler d'un concept développé par Jay Dragon. Je sais pas combien de temps encore on va parler de Jay Dragon. Ça se trouve, peut-être que sa mémoire sera enterrée sous les polémiques. J'en sais rien. Bon, tant pis. Voilà, je suis obligé de prendre cette précaution oratoire. Parce que bon, je fais partie des gens qui, par exemple, ont colporté en fait des concepts théoriques qui avaient été développés par Zach Smith. Voilà, donc je crois que de temps en temps il y avait des concepts qui étaient intéressants, que j'avais tendance à les relayer ou parler de ces jeux. Je le fais plus parce que Zach Smith s'est pris tellement de sauce que là ça devient un peu compliqué, voilà, de relayer ses travaux, quoi. Euh, alors bon, bref, je suis pas en train de dire que Jay Dragon et Zach Smith c'est les mêmes problèmes ou quoi. Euh, Là, entre guillemets, l'incendie est toujours en cours. Je sais pas ce qui va en rester dans les cendres de tout ça. Bon, bref, fin du disclaimer. Donc le jeu expressionniste, qu'est-ce que c'est en fait? L'idée c'est que on va designer un monde qui est toxique pour les personnages. Il y a une forme, c'est une sorte, le jeu expressionniste, c'est une sorte de jeu d'horreur sociale, quoi. Il y a une dimension cathartique qui est assumée. Donc on va plonger les personnages dans un système social particulièrement oppressif. On appelle ça aussi le jeu cage, c'est-à-dire que c'est difficile en fait de lutter contre l'oppression, c'est vraiment très très compliqué. Généralement, quand tu arrives à faire sauter l'oppression,
eh bien, c'est la fin du jeu, quoi. Entre guillemets, finir le jeu, c'est réussir à se libérer, à briser ses chaînes ou à mourir, quoi, l'un ou l'autre, quoi, ou à se soumettre. En fait, un jeu sans doute expressionniste avant l'heure, c'est Perfect d'Avril Elder, qui est clairement cette idée de ton ennemi, en fait, c'est un système moral extrêmement oppressif, une dictature de la pensée, de la bien-pensance, quoi. Enfin, bien-pensance, je vais pas utiliser ce terme. Euh, Bref, tu dois lutter contre une dictature, quoi, qui est vraiment très très oppressive et qui t'attaque dans ton identité même. Euh, et grosso modo, à la fin, je crois que tu peux te soumettre, donc abdiquer totalement de ton identité. Tu peux mourir et je crois que c'est possible que tu puisses en réchapper dans Perfect. Euh, bon, par exemple, en t'évadant, en migrant. Je crois que c'est à peu près impossible de faire tomber le système. Également, on a ce qu'on appelle le jeu en vulnérabilité. Donc ça, c'est des jeux où voilà, on a mis sur la table on joue pour se faire mal, pour être choqué, bouleversé. Et notamment, ça va employer des techniques comme la carte O. La carte O, en fait, c'est quand tu dis, oh là là, à ce moment-là, ici, je me sens pas bien, mais on va continuer, on va explorer quoi. Un truc équivalent. À la carte haut, mais plutôt en barrière, quoi, en haut de la falaise. C'est ce qu'on appelle, alors encore une technique de J-Dragon, donc ça se trouve, ça également, ça va peut-être très mal vieillir. Ça s'appelle la palette grid. La palette grid, en fait, c'est que au début de la partie, on va lister les thèmes qui nous mettent à l'aise, mal à l'aise, et on va aussi préciser pour chacun de ces thèmes si on veut les jouer ou pas les jouer, quoi. Et donc, tu peux largement dire, ce thème, il me met très mal à l'aise et je veux très fort qu'on y joue, quoi. C'est un peu. Autre principe de game design toxique, il y a le se jouer soi-même, parce qu'évidemment c'est très vulnérabilisant de se jouer soi-même. Il y aura un contenu sur le sujet, je sais pas quand, mais j'ai plein de notes sur se jouer soi-même. Euh, donc se jouer soi-même, bien sûr, dans un contexte pas safe, sinon ce serait pas toxique. Euh, et donc par exemple, on a des jeux comme C'est la Kant, voilà, c'est tout à fait la proposition. Euh, Également, alors dans une moindre mesure, hein, mais les jeux solo un jeu comme The Balsam Lake and Murders, donc c'est un jeu solo de Paul Cheguet, où on se joue soi-même en train de mener l'enquête dans des affaires de nécromancie un peu louches et tout. C'est clairement pas aussi unsafe hein, que c'est la Kant, mais il y a cette idée de s'exposer quand même. On se joue soi-même, donc on met quand même un peu ses tripes sur la table, quoi, et on peut aller au-devant de sujets qui nous mettent en vulnérabilité, quoi. Ce concept-là, en fait, se jouer soi-même en solo, j'enverrai au livre de Paul Cheguet également, The Ink That Bleeds, qui explore un peu ça. Enfin, on peut aussi, comme méthode de game design toxique, avoir un set de PJ prétirés qui ont un relationnel toxique ou encore un fate play toxique. Donc le fate play, c'est le fait que le personnage ait une trajectoire narrative que tu es un peu obligé de jouer, quoi. Et cette trajectoire, elle peut être toxique. Un personnage qui, en fait, on sait que tu vas commettre un crime, on sait que tu vas mourir, que tu vas t'empoisonner, enfin bon, bref, il peut y avoir plein de trucs comme ça. Donc il y a des variations aussi sur la toxicité, donc on est toujours sur un principe de gameplay émotionnel, donc c'est des curseurs, en fait, on parle des curseurs de toxicité. Ce degré de toxicité va être paramétrable par les joueurs, notamment lors de la création de personnages, la session 0 ou du world building. C'est dans le cas, par exemple, dans les Cent ou les Sylvonautes, euh, où on peut clairement un peu paramétrer tout ça, quoi. Par exemple, dans les Sylvonautes, dans la création de groupe, tu peux décider si le groupe est un groupe safe, si au contraire c'est un groupe particulièrement toxique et sombre. Tu peux également décider, toujours dans les Sylvonautes, si tu joues en mode cauchemar, en mode normal, en mode touriste, donc ce qui va limiter augmenter tes ressources, ainsi de suite. Donc j'ai un petit peu parlé de sécurité émotionnelle, je vais t'en reparler à nouveau.
parce que donc je pense que c'est intéressant qu'on ait des garde-fous en fait dans ces game design toxiques. Donc il y avait trigger warning, ça on en a parlé, l'aftercare, un outil également qui je trouve vraiment très bien. Ça s'appelle les réglettes. J'en ai entendu parler dans un podcast de Radio Rollist sur les compétences de thérapie au service du jeu de rôle. Et en fait, la réglette, c'est un peu c'est une double réglette, en fait, grosso modo. Il y a ta réglette PJ, ta réglette joueur, et en fait, c'est une réglette d'humeur, quoi. Genre, et donc, tu peux, t'as devant toi tes deux réglettes, et en fait, tu peux dire, par exemple, bah, avec la réglette, mon PJ se sent hyper mal, mais moi, je me sens bien. C'est-à-dire que, en fait, en gros, c'est-à-dire, je vous en veux pas, j'en veux à personne que mon PJ se sente mal. Je sais que c'était là où on voulait aller, et pour moi, c'est ok. Et évidemment, enfin bon, tu peux régler aussi autrement, mais je trouve que ça, c'est très bien parce que euh, dans tout ce qui est expérience un peu malaisante et tout, il y a vraiment, moi, c'est quelque chose que je déplore. Enfin, même en règle générale. euh, j'ai tendance à déplorer un manque de métacommunication. Donc la métacommunication en jeu de rôle, c'est quoi? C'est quand on est capable de communiquer sur ce qu'on ressent en tant que joueur, joueuse, et non pas en tant que personnage, quoi. Et tout simplement être capable de communiquer sur comment on vit la partie. Moi, j'ai beaucoup de moments d'insécurité dans les parties de jeux de rôle quand je vois que mes vis-à-vis, bah, je suis incapable de savoir si les personnes passent un bon ou un mauvais moment. Et ça, souvent, ça vient notamment, par exemple, que les personnes ont un jeu trop immersif, ne sortent jamais de leur personnage. Et du coup, je peux pas, par exemple, j'ai aucune indication en termes d'expression faciale. En fait, je vois que j'ai accès que aux expressions faciales, entre guillemets, qu'auraient les personnages, ou alors des expressions faciales neutres. Et j'ai pas des expressions faciales pour savoir si les joueurs se sentent bien ou mal et tout. Euh, et ça, bon bah, c'est parmi ce qui me met beaucoup en insécurité en jeu de rôle, c'est notamment l'absence de métacommunication. J'ai même problème dans le jeu en ligne, surtout quand nous, bah, c'est un peu mon tort, mais on joue sans webcam. Et en fait, quand t'as juste le canal vocal, c'est vraiment très très difficile de savoir comment se sentent les personnes en face de toi. Donc, si on a un game design toxique, je pense il faut mettre un peu le paquet sur la métacommunication. Également, bah, il faut de la calibration, c'est-à-dire que de temps en temps, ça peut être bien de dire, bon, est-ce que t'es ok pour que mon personnage pourrisse le tien, et dans ces cas-là, oui, quelles sont tes limites, tout ça, machin. Bon bah voilà, à nouveau, des fois de temps en temps, au diable l'immersion, et ça peut être bien de, voilà, de se calibrer un petit peu, quoi. Donc, là, je parlais beaucoup de game design toxique. Alors, le game design, donc, c'est comment on crée un jeu, éventuellement comment on crée une expérience. Mais il y a aussi du play design toxique. Donc là, on va plutôt parler de comment les MJ, les orgas, mais éventuellement aussi les joueurs, s'organisent pour amener de la toxicité, quoi. Donc, par exemple, on a le freeform israélien. Le freeform israélien, c'est... ça va peut-être mal vieillir ça aussi. Non, comment? On va pas faire d'amalgame, c'est pas parce que ça vient d'Israël que c'est une technique qui soutient le génocide, j'en sais rien du tout. En fait, je connais pas les auteurs du freeform israélien. C'est un article, de toute façon, le freeform israélien, c'est vieux, ça a 10, 15 ans comme technique et tout. Donc ça n'a rien à voir avec avec la situation actuelle à Israël et en Palestine. Bon, bref, je déconne. Je marche sur des œufs avec ce sujet. Le freeform israélien, c'est donc une forme de play design toxique où en fait le but du MJ c'est d'amener les joueurs dans des émotions fortes. Et donc ça implique de tricher avec les dés, de modifier les scénarios. On peut utiliser des scénarios officiels, mais on va souvent les modifier. Ça implique de prendre de temps en temps le contrôle sur les personnages et tout. C'est beaucoup de techniques de MJ, tu vois, plus que des règles. Également, bon bah, on a le contrat de table, voilà, ça c'est du play design, c'est-à-dire tu as le jeu et puis tu as la façon dont tu mets en place ce contrat de table, et donc on peut poser notamment une sorte de pacte d'inconfort.
Et une fois que ce pacte d'inconfort il est mis en place, ça permet à MJ d'utiliser certaines techniques telles que le GM Fiat, c'est-à-dire bah, le MJ décide un truc dans la narration, il n'y a aucun jet de dés qui peut empêcher ça et tout. Ah, c'est voilà, c'est ta gueule, c'est magique et tout. La triche au dé, la prise de contrôle du personnage, comme on en a parlé dans le freeform israélien. Tu peux falsifier les perceptions du personnage, tu peux décrire ses émotions, tu peux décrire ses actions, et puis bon bah toutes les manipulations diverses. Alors je te renvoie au dossier sur la manipulation, il y a 3 articles qui parlent très très en détail de ça. Côté PJ, c'est quoi le play design toxique? Eh ben, simplement du RP toxique, c'est comment RP un personnage de façon vénéneuse, quoi. Il y a aussi le play to lose autodestructeur, c'est-à-dire que ça peut clairement mettre une ambiance pourrie à la table. Eh bien, si tu joues du play to lose, mais de façon à ce que ça soit choquant, quoi. Et typiquement, voilà, les personnages qui ont les comportements autodestructeurs, voire suicidaires, c'est une des batteries du game design toxique, quoi. C'est-à-dire, on va pas forcément faire du mal aux autres personnages, mais bon, ça reste choquant, et ça reste un piratage de l'expérience. Je dis ça parce que je l'ai fait une fois, de jouer un personnage suicidaire sans prévenir personne et tout. Je sais pas si j'aurais dû le faire. Bon, je l'ai fait une fois. Je sais que ça avait choqué tout le monde, hein, clairement. Euh, on a bien sûr le PVP et on a aussi les phares toxiques, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire bah, en début de partie dire moi je veux par exemple dire en phare toxique je veux que nos personnages se foutent sur la gueule ou je veux qu'il y ait des PNJ toxiques. Voilà, en tant que joueur, voilà, je réclame en fait la toxicité. Moi j'aime le drama. Enfin, il y a plein de façons d'exprimer un des phares toxiques, hein. Sur ces bonnes paroles, on va terminer eh bien, avec un commentaire détaillé de Guillaume Rio. En fait, Guillaume exprime qu'il a eu une difficulté principale sur ce contenu, qui a été de tracer la délimitation entre un game design qui pousse les joueurs en fait dans le retranchement, que ce soit des retranchements intellectuels, par une complexité stratégique qui nécessite une maîtrise approfondie des paramètres de jeu. Donc par maîtrise, on parle de mastery, hein, c'est-à-dire voilà, on contrôle, on évalue de façon très approfondie les paramètres de jeu pour pouvoir gagner. Mais ça peut être aussi, comme il l'a expliqué, voilà, ça peut repousser dans des retranchements empathiques, notamment à faire souffrir les PJ, physiquement ou moralement, des retranchements relationnels, bon, tout ce qui est PVP, ou relations avec des PNJ toxiques, des retranchements physiques, hein, par exemple dans Macadabre, Macadabre c'est un jeu où tu dois rester debout pour ressentir un inconfort physique qui est, à mon avis, lié à l'inconfort émotionnel de l'expérience. Voilà, dire voilà, c'est hard, macadabre. Enfin, je crois qu'aussi que le MJ est invité à parler au PJ de façon très méprisante et tout, ainsi de suite. Parce que MJ a le droit de rester assis, ça c'est génial. Bon, bref. Mais en fait, bon, il liste tout ça, mais c'est pour dire, il se pose la question de est-ce qu'on parle de moments où c'est un objectif partagé, c'est-à-dire tout le monde est d'accord en fait pour ça, quoi, et à quel moment en fait c'est des pratiques de jeu vicieuses qui seraient simplement offensantes ou irrespectueuses des joueurs, c'est-à-dire quand le jeu ou MJ met en place la toxicité, en fait sans vraiment demander l'avis de personne, de dire ah ah ah, ils vont bien en baver ce soir. Bon. Et donc en fait, bah, Guillaume va insister sur le consentement. Il faut qu'il y ait un consentement a priori à la mise en difficulté, et ce consentement ne doit pas pour autant être gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le retirer à tout moment. Bah moi, c'est ce que j'appelle le droit de retrait, c'est-à-dire que... Et le droit de retrait, bon, de toute façon, je pense que guide de survie en territoire rôliste, quand on parle de sécurité émotionnelle, il faut jamais uniquement se reposer sur les outils que le jeu ou MJ va mettre à ta disposition. Il faut que tu aies des outils personnels embarqués. Bon bah typiquement la carte X, ça fait partie des choses que même si MJ t'en parle pas de la carte X, à tout moment tu dois être légitime à dire carte X. Moi non, ça cette scène-là, tu la dégages. Mais il y a aussi donc un autre outil de sécurité émotionnelle qui est vraiment très très important à intégrer dans son logiciel de joueur, dans un cadre d'autodéfense, quoi. C'est le droit de retrait. C'est dire,
En fait, j'ai le droit de me lever de table. C'est ok de me barrer de table si l'expérience elle est insoutenable et que j'ai pas forcément l'énergie de faire la pédagogie à toute la table de non mais en fait la façon dont on joue comme c'est pas ok, j'ai pas l'énergie de convaincre tout le monde de partir dans une nouvelle direction ou tout simplement en fait c'est aller tellement loin que j'ai juste pas envie de continuer à jouer avec ces gens ou avec ce MJ et tout donc le droit de retrait c'est je me lève et je me casse et je suis peut-être impoli mais en fait, mon confort personnel, il est plus important que des conventions sociales. Et espèce de c'est vrai qu'il y a une convention sociale un petit peu implicite qui est de une partie de jeu de rôle. Si tu t'es engagé, tu vois, notamment en convention, si tu t'es engagé à venir jouer, tu restes jusqu'à la fin. Bah non, en fait. Euh, c'est non. Je reste jusqu'à la fin seulement si ma dignité est respectée. Voilà, ou même, de toute façon, j'ai même le droit d'être crevé, d'en avoir marre, et la plupart du temps, ça met pas en péril le fait de continuer la partie, les gens ils vont continuer sans toi, donc vas-y quoi, enfin, tu sais, c'est le même problème, moi j'ai eu beaucoup de tables où en fait, le reste de la table avait aucune limite en termes d'horaire, quoi. Quand on commençait à jouer, c'était jamais précisé à quelle heure on allait terminer. Et en fait, le mode de jeu implicite était, en fait, on termine quand vraiment plus personne tient debout, quoi. Donc ça pouvait durer. Tu commences à jouer et tu sais pas si ça va finir à minuit ou à 5 heures du matin. Bah, en fait, dans ces cas-là, le mieux, c'est que toi, quand ta limite personnelle, elle est franchie, s'il n'y a pas eu de discussion, bah voilà, il est 23 heures, t'en as marre, t'es fatigué, oui, bah c'est pas fini, ben tu te barres et ne crois pas, c'est MJ qui veut dire non, non, mais je te promets, c'est presque fini. Ça veut dire comprendre, non, mais en fait, il reste plus que 4 heures de jeu et on aura conclu. Non, en fait, quand t'es crevé, tu y vas, quoi. Voilà, droit de retrait, très très important comme outil d'autodéfense émotionnelle, euh, vraiment à intérioriser, quoi. Et même si ça fait, enfin voilà, évidemment quand j'ai des personnes à ma table qui exercent le droit de retrait, ça me fait chier. Ça me fait chier, mais en même temps, je pense que c'est important. Et donc tant pis si moi ça me fait chier que les gens se barrent. Je pense que c'est quand même important que les gens se barrent, même si c'est des fois pour des prétextes qui me paraissent pas légitimes. Je préfère que ce droit de retrait, des fois il y a des abus. Mais je préfère qu'il existe et qu'il soit respecté, sacralisé, plutôt que utiliser les quelques abus qui sont faits des fois pour dire non mais le droit de retrait c'est de la merde et tout. Non, non, on prend pas les gens en otage, point barre, quoi. Donc voilà. Bon, il y a d'autres modes, hein. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de trip sitter, quoi. Ça, c'est en prévention des risques en toxicomanie. C'est l'idée que tu puisses prendre une pause ou te barrer, mais qu'il y ait une personne en fait qui t'accompagne pour discuter avec toi, pour débriefer. Donc, ce concept de ce qu'on appelle le débrief buddy, partenaire de débrief. Voilà, bon, bref. Autre chose que Guillaume ne tolère pas avec le game design toxique, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui favorise unilatéralement certaines personnes au détriment d'autres. Donc en fait, si je comprends bien Guillaume, pour lui c'est ok quand il y a un game design toxique qui s'adresse à toute la table, tout le monde en prend pour son grade, en prend pour sa gueule. Si c'est un outil en fait pour que certains personnages puissent en bolosser d'autres, qu'il n'y ait pas de contrepartie, ça lui convient pas. Alors, je sais pas quoi penser de. En fait, ça a l'air recevable ce que dit Guillaume, mais en fait, notamment dans les pratiques de jeux sans MJ ou de GN sans MJ ou de GN sans PNJ, en fait, on a besoin en fait d'antagonistes. C'est-à-dire si on fait du PVP, on a besoin que certains personnages soient de purs antagonistes et que entre guillemets, bah en fait, ce soit pas eux les perdants du game design toxique, quoi. Et en plus de ça, quand on décide en PvP que un des PJ est le méchant, il vaut mieux qu'il soit plus puissant que les autres PJ, parce que si j'ai un PJ méchant versus 4 PJ gentils,
bah en fait, il va se faire rouler dessus par les autres, ça va être plié en 5 minutes. Donc en fait, le PJ méchant, il va falloir que je lui donne des avantages injustes, tu vois, pour qu'il puisse affronter quand même un certain temps les autres PJ, quoi, qu'il ne fasse pas décalquer dès la première, dès le premier conflit, quoi. Euh, Alors après, bien sûr, ça c'est valable si et seulement si, et c'est pour ça que en fait c'est vraiment très difficile de jouer un bon méchant. C'est valable si ou seulement si la personne à qui échoit le rôle de PJ toxique le fait vraiment dans une démarche qu'on appelle de play to lift. Je le fais en fait pour servir l'expérience des autres, et si je le fais en jubilant et genre je prends mon pied là, j'écrase les autres, ça c'est bien. Ouais, ouais, c'est chaud, effectivement, quoi. Donc, en fait, à nouveau, il y a les dispositifs et il y a l'attitude des personnes. Et en fait, je pense que l'attitude en dit plus long que les dispositifs, comment le jeu est équilibré, quoi. Bon, mais ce que veut dire, en fait, Guillaume, c'est qu'il entrevoit dans une frange du game design toxique le risque d'une confusion entre ce qui relève du jeu et ce qui relève du groupe social. Et donc dans l'idée que à un moment ça cesse d'être un jeu, c'est juste certaines personnes qui bolossent d'autres personnes, tu vois. Et qu'on peut avoir une suppression du cercle magique propre au jeu. Le cercle magique, hein, c'est un concept de Huizinga, c'est-à-dire que, entre guillemets, que le jeu ne déborde pas, ne soit pas pervasif, ne déborde pas sur la vraie vie, qu'on ait une véritable démarcation. Si je te fais mal dans le jeu, c'est juste dans le jeu, et c'est pas, j'essaie pas de t'atteindre toi dans la vraie vie par ça, quoi. Alors, à ceci que répondre, ben, qu'il est évident que le game design toxique, il porte en lui la possibilité de dérive. Et donc, Guillaume, il a raison de les souligner et de les craindre. Je pense l'avoir dit aussi, je vous renvoie aussi à mon dossier sur la manipulation. Donc, le game design toxique, eh bien, c'est c'est toxique à manipuler, quoi. Évidemment, si tu te lances dans une expérience autour d'un game design toxique, dis-toi que tu joues avec le feu. Je te dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut profondément s'interroger sur ses motivations, sur pourquoi on veut mettre ça en place. Il faut aussi profondément s'interroger sur les motivations des autres personnes à la table. Et ben en fait, si tu mets en, je veux dire, si je mets en place un game design toxique, c'est peut-être pas nécessaire d'inviter des sadiques à ma table. Enfin, en fait, peut-être qu'il faut jamais inviter des sadiques à sa table. Après, c'est bon, on a des enjeux de design inclusif. Est-ce qu'on peut jouer avec tout le monde et tout? Je pense que s'il y a au moins une forme de game design où non, on peut pas jouer avec tout le monde, c'est le game design toxique. Et donc, je pense que il y a certaines personnes qu'on doit laisser. En fait, il y a deux types de. Le game design toxique n'est pas, par définition, n'est pas un game design inclusif. C'est-à-dire que il y a deux types de personnes qu'on doit laisser à la porte d'entrée. C'est les personnes qui sont réellement toxiques dans la vraie vie et qui ont juste utilisé ce jeu ben, pour faire du mal aux autres vraiment, vraiment, quoi. Euh, et les autres personnes qu'on doit laisser à la porte, ben, c'est des personnes, en fait, dont la sensibilité les rend particulièrement vulnérables à l'expérience, et où, en fait, on a un risque, littéralement, de traumatiser les gens pour de vrai, quoi. Donc, ça, c'est deux profils de personnes un peu opposés que à qui je préférerais éviter de faire entrer dans un game design toxique. Voilà, bah, c'était encore très très long. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur la durée de ces contenus. C'est vrai que le fait de faire avec Guillaume aussi, ça contribue à ce que les contenus soient plus étoffés. Je pense qu'il y a une certaine richesse. Euh, Après, bah dis-moi, est-ce que c'est insupportable, que c'est beaucoup beaucoup trop long? Après, bon, bah, si t'écoutes, enfin, je veux dire, il y a plein de contenus rôlistes où ils parlent pendant 4 heures et je pense qu'ils disent rien du tout. Est-ce que je suis en train de rentrer moi aussi dans la culture du vide, ou est-ce que tu penses que voilà, ces formats comme ça d'une heure, ça reste un compromis intéressant parce que voilà, on explore un sujet, on essaie de le faire en profondeur, ce qui est toujours compliqué, tu vois, sur le Void Punk, bah, on a fait plus d'une heure et en fait, bah, il manquait beaucoup beaucoup de nuances.
Donc voilà, j'aimerais bien en débattre avec toi. Bon, je sais qu'il n'y aura pas de commentaires parce qu'il y a très peu de commentaires sur mes contenus, mais franchement, si je peux avoir un avis comme ça, un petit peu sur la durée des contenus, j'avoue que ça pourrait m'aider. Je suis un peu perdu à niveau voilà, sur ce qu'il faut faire, quel est l'équilibre. Allez, on se laisse pour que ça fasse pile moins d'une heure. Ah, ciao, à la prochaine. On parlera d'une nouvelle série sur la direction artistique.